Mais toutes les grandes banques, Goldman, Morgan Stanley, UBS, ont parfois sévèrement coupé leurs prévisions sur l'once d'or pour 2013, pour 2014. On en parle avec Benjamin Louvet, associé gérant chez Prime Finance. Bonjour Benjamin. Bonjour Grégoire. Bon, c'est vrai qu'il n'y a pas que Goldman, mais c'est vrai Goldman, c'est toujours le nom qui attire l'œil. C'est vrai que sur les matières premières, c'est quand même, ce sont quand même des poids lourds, en tout cas écoutés, observés, regardés. Alors pas forcément suivis. $1000 l'once fin 2014. Morgan Stanley est à $1300 pour fin d'année, fin 2013. Goldman vise $1300 sur l'once. On est déjà en dessous. Et Morgan Stanley vise $1400 fin 2013. En gros, le message, c'est de dire que les achats d'or par les banques centrales, qui étaient un facteur de soutien, ne seront plus suffisants pour compenser la baisse des prix, et que le tapering, la réduction attendue du programme de rachat d'actifs de la Fed, la bouscule complètement les moteurs, ce qui avait été les principaux moteurs de la hausse de l'or ces dernières années, Benjamin. Oui, je crois que vous êtes au cœur effectivement de la problématique sur l'or aujourd'hui. Juste une petite parenthèse, effectivement Goldman Sachs, pour l'instant depuis quelques semaines, voit bien le marché de l'or. Par contre, il voit un peu moins bien le marché du PIB américain, qui voyait à la hausse avec une très forte croissance aux États-Unis, qu'on vient de voir revu très fortement à la baisse, 1,8 au lieu de 2,4. Trêve de plaisanterie, c'est là que tout se joue, parce qu'en réalité, il y a deux visions qui s'opposent aujourd'hui sur l'or comme sur l'ensemble de l'économie. Je pense qu'on ne peut pas nier qu'aujourd'hui on est dans une phase de capitulation sur le marché de l'or. Il y a les gens en ont plus qu'assez de voir leur valeur refuge se déprécier de cette façon, et qu'il y a des ventes massives là qui sont en cours. Ce qui fait qu'il est difficile de dire si ça va s'arrêter à 1250, à 1200 ou voire à 1150 comme certains l'envisagent. On pariera pas là-dessus. Après, pour savoir ce qui va se passer dans les mois qui viennent, la vraie question, c'est de savoir que fait l'économie. Et là, deux visions réellement s'opposent. La première, qui consiste à dire la croissance mondiale est suffisamment solide aujourd'hui pour pouvoir se passer progressivement des rachats d'actifs de la part de la Réserve fédérale et des autres banques centrales. C'est une première vision. Et deuxièmement, cette économie est aussi suffisamment solide pour créer suffisamment de croissance pour régler le problème de la dette, qui reste un problème entier. Je rappelle que on a un énorme problème de dette aujourd'hui en Chine. C'est la Banque des règlements internationaux, Fitch, qui s'en est fait l'écho la semaine dernière. Cette semaine, la Banque des règlements internationaux a fait valoir également un énorme problème sur la dette, en particulier sur la dette japonaise. Et le pari que font ces gens, c'est que quelque part, la situation dans laquelle on est une situation d'une croissance réelle, qui est un peu contrecarrée par les derniers chiffres, notamment qu'on vient d'avoir aux États-Unis. La vision qu'on a chez Prime est un peu différente, et elle consiste à dire qu'en réalité, aujourd'hui, il y a une velléité de supprimer ces rachats d'actifs de façon, on va dire, progressive de la part de la Réserve fédérale, mais qu'en réalité, on va, à notre sens, assez vite se rendre compte que la croissance n'est pas encore assez solide et pas assez élevée pour pouvoir combattre la problématique de la dette, qui fait que dès que les taux d'intérêt remontent, ce qui est en train de se passer, on a immédiatement le problème de la dette qui ressurgit. Et j'ai l'impression que le marché fait un peu ce pari-là, si vous me le permettez, puisque quand on voit les annonces que Ben Bernanke a fait, on a immédiatement vu les taux d'intérêt se resserrer, on a vu immédiatement l'ensemble des classes d'actifs baisser, actions, obligations. Et donc on peut se demander si le marché croit vraiment à cette solution. Nous, on pense chez Prime Finance que le quantitative easing ne va pas s'arrêter, et même probablement encore s'accélérer l'année prochaine, parce que on n'a pas de vraie solution pour une sortie de crise avec une croissance réelle. Et c'est vrai que c'est le grand débat macro du moment. Alors effectivement, qui est concentré, j'allais dire, dans le débat qu'on peut avoir sur l'or. Benjamin, il y a un indicateur évidemment que vous regardez, spécialiste des matières premières, c'est tout ce qui concerne les métaux industriels et puis le pétrole également. Et c'est vrai que là, on a du mal à voir l'accélération de l'économie mondiale quand on regarde ces indicateurs-là. Alors, est-ce que effectivement les mouvements de marché qu'on a observés sur les taux, sur les actions, chute puis rebond aujourd'hui après le discours de la Fed, est-ce que là on est simplement sur des mouvements spéculatifs importants, parce qu'il y avait des masses énormes qui s'étaient injectées là dans certaines classes d'actifs, et que peut-être que les grandes gestions mondiales là ont été un peu pris de court par rapport au discours, mais quand on regarde sur les matières premières, là, on trouve pas ce reflet-là. Non, c'est vrai que quand vous regardez les cours du cuivre depuis maintenant
à peu près un mois, on a perdu une dizaine de pourcents. Vous avez une baisse un peu moins importante sur les cours du pétrole, mais il faut dire qu'on arrive dans la deuxième partie de l'année qui traditionnellement est une partie de l'année où la consommation augmente, avec des besoins notamment au Moyen-Orient qui augmentent en termes de fuel pour l'air conditionné et la driving season aux États-Unis. Donc on a traditionnellement un soutien de la demande dans cette deuxième partie de l'année, ce qui peut expliquer cette bonne résistance. Néanmoins, les prix du pétrole aussi souffrent. On est revenu sur les $100, tout près des $100 sur le baril de Brent. Et c'est pas en plus des matières premières qui avaient été inflatées par le QI3. En tout cas, c'est ce que nous disent contrairement au QI2, ce QI3 là n'était pas allé massivement se loger dans les matières premières. Non, on avait vu effectivement assez peu d'effets sur les matières premières à ce moment-là. On pense que c'est plus un mouvement qui est lié, nous, à la problématique économique, et c'est en ça qu'on fait le pari aujourd'hui chez Prime Finance que on devrait, dans les mois qui viennent, nous annoncer que finalement, le quantitative easing ne se réduit pas, et on pense même qu'il pourrait encore augmenter, et on pourrait voir, comme je vous le disais la semaine dernière, peut-être la Banque Centrale Européenne emboîter le pas après les élections allemandes pour éviter de voir l'euro trop s'apprécier par rapport aux autres monnaies. Et donc sur le timing, là on finira là-dessus, Benjamin, vous êtes pas d'accord avec Goldman Sachs. C'est vrai que là pour l'instant ils sont justes, puisqu'on est à 1200, moins de $1,300, c'est leur objectif fin 2013. Vous dites fin 2013, on aura plutôt tendance à avoir une once d'or au-delà de $1,300, parce que c'est vrai que c'est toujours la question du timing aussi. On peut avoir un objectif en tête, mais le timing est toujours crucial, comme on dit. La question du timing, effectivement, est cruciale. Qu'est-ce que je peux vous dire? Je peux vous dire que nous, effectivement, on tape sur une once d'or plutôt aux alentours de $1,400, $1,500. Peut-être même plus, comme je vous le disais, si jamais la situation en Chine venait à se détériorer de façon grave, parce que là, la crise que ça pourrait entraîner sur les taux d'intérêt pourrait être dramatique. Et là, on pourrait voir l'or retrouver son rôle de valeur refuge. À court terme, c'est pas le cas. Néanmoins, ce qu'on peut noter, c'est que certains investisseurs très spécialisés sur les matières premières, on peut parler de Jim Rogers notamment, que vous connaissez, qui est l'ancien associé de George Soros et qui avait fait tanguer la Banque centrale d'Angleterre avec George Soros, qui est devenu un grand spécialiste des métaux précieux en particulier et des matières premières en général, avait dit il y a quelques mois que lui arrêtait d'acheter de l'or parce qu'il pensait qu'une correction était nécessaire après 12 ans consécutifs de hausse. Rappelons qu'on vient d'avoir 12 ans consécutifs de hausse. Et la semaine dernière, Jim Rogers a dit qu'à $1,300, il recommençait à acheter de l'or et que plus l'or baisserait, plus il en rachèterait, puisque de toute façon, l'issue de cette crise était inévitable, avec soit des gros problèmes sociaux, soit un nouveau quantitative easing pour maintenir l'économie à flot. Bon, c'est une bonne nouvelle pour ceux qui achètent de l'or aujourd'hui. Peut-être c'est pas forcément une bonne nouvelle pour l'économie mondiale, mais bon voilà, c'est la vie des marchés. C'est le problème d'une assurance. Oui, c'est ça. Oui. Merci Benjamin. Benjamin Louvet, associé gérant chez Prime Finance, spécialiste des matières premières. Bientôt 16h30, dernière heure de cotation en